Xavier Hurtó es director general delegado de Gran Angoulême, director general adjunto, en el seno de la región de Gran Angoulême. Él está asociado a las misiones transversales dentro de esta colectividad territorial y va a ser quien desarrolle un poco el proyecto o les explique un poco el proyecto de Imagina Atlántica. Dentro de ese proyecto ha habido una un concurso de arte digital. En concreto hay 3 artistas, nos acompañan 2 de ellos que tienen, digamos, obras en esta ciudad, coincidiendo con este encuentro. A mi derecha está Philippe Boisnard, tiene una obra, luego se lo explicará en este propio centro, y Gaëtan Gromer. Y a la derecha de todo estará Anabel que es asesora de Gran Angoulême. Yo no tengo más que darles la bienvenida. Xavier será el primero en tomar la palabra, intervendrá cada uno de ellos y después pues abriremos un turno de coloquio por cualquiera de ustedes quiera hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o algún debate. Muchas gracias y Xavier tiene la palabra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, de ce centre qui, à chaque fois qu'on vient, on tend à le souligner et est un lieu qui mérite d'être en effet valorisé et connu, à la fois par le travail, mais aussi par la qualité de ce que vous faites. Et je trouve que ça illustre bien aujourd'hui l'idée que l'on a souhaité porter, défendre, travailler au sein du projet Imagina. Donc bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, parce que j'y reviendrai tout à l'heure sur les résultats et le travail qui a été fait au cours de ces 3 années au sein du projet Imagina, mais je voudrais juste appuyer sur quelques mots clés qui ont été dits tout à l'heure. Tout d'abord, la notion de la création et de l'innovation. C'est aujourd'hui, nous sommes dans un contexte qui fait que des territoires comme les nôtres, la province d'Ourense, la région Galice au sens large, mais aussi le Nord Portugal, le Pays de Galles et la région à laquelle j'appartiens, nous avons besoin de défendre nos valeurs, de défendre aujourd'hui ce qui fait la force et la particularité aujourd'hui de ces territoires-là. Et la culture est de toute évidence un des éléments fondamentaux qui permettra justement d'affirmer cette identité, d'affirmer cette valeur-là. Et si je le dis, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine discussion, enfin je dis nous, les États membres de l'Union européenne, et derrière cela, la Commission européenne, en pleine discussion sur les prochaines programmations de fonds européens. Et que la culture n'a pas toujours sa place par rapport à ça. Parce que vu aujourd'hui, non pas comme un élément toujours moteur du capital humain, de la capacité à créer de la richesse sur nos territoires. Et bien, à travers un projet comme celui d'Imagina, on a tenté de démontrer ce que vous faites à travers le centre culturel ici à Ourense, à travers ce que nous essayons de faire à notre niveau à Angoulême, ce que fait la Fundação de la Juventude aussi à Porto et je pense aussi à nos collègues du Pays de Galles. Eh bien, nous plaçons la culture comme un élément un peu central d'éducation, d'éveil un peu citoyen aujourd'hui à s'interroger sur le sens des œuvres, sur aujourd'hui le pourquoi nous en sommes là, et d'un autre côté, et ça c'est l'autre pan, et bien de s'appuyer sur aujourd'hui une particularité que nous avons pu avoir, bien c'est la présence de compétences autour de ce qu'on pourrait appeler les nouvelles technologies au sens large. Alors, mais Philippe et Gaëtan m'en excuseront, je généralise quand je dis ça, mais n'empêche qu'il y a un croisement aujourd'hui et c'est important de le souligner parce que c'est aussi une dimension, et je pense qu'on a
n'insiste pas suffisamment sur la création de richesse qu'apporte la dimension artistique et culturelle à tous les niveaux. Et donc, dans le cadre d'Imagina Atlantica, du projet, on a voulu innover, tenter des choses, expérimenter. Et c'est en cela que nous avons décidé collectivement de lancer un concours européen de création d'art numérique avec une particularité qui n'a pas été simple, mais qui nous semblait extrêmement importante, c'est d'avoir des équipes internationales. C'est-à-dire qu'on obligeait dans la constitution des personnes qui allaient nous répondre à travailler avec des équipes de 2 pays, de 2 régions différentes. Ça n'a pas été simple, les artistes, les équipes pourront nous le dire parfois, en tout cas nous on l'a vu dans les éléments de réponse, mais ça nous semblait important parce qu'aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure, on a à défendre collectivement cette notion d'espace atlantique, et quand on parle de cohésion territoriale, je crois qu'aujourd'hui on a besoin de renforcer plus encore les liens entre les différentes régions de cet espace atlantique. Et le fait de demander à ces équipes de répondre en format international, ça obligeait à aller à la rencontre des autres, à aller voir quels étaient les potentiels qu'il y avait sur le plan artistique et créatif dans d'autres territoires. Et c'est, à notre sens, aujourd'hui, un des messages que l'on souhaite faire passer pour la poursuite du projet européen tel qu'il doit être défini et surtout défendu dans cette période encore plus encore de discussion sur la prochaine programmation. Voilà pour un peu le contexte général. Alors, ce concours d'art numérique, nous l'avons lancé en début de l'année dernière, en mars 2012. Le principe était d'avoir des œuvres qui puissent interpeller le passant, le citoyen, sur l'environnement qui l'entoure, sous différentes formes que ce soit, en utilisant les technologies numériques quelles qu'elles soient, et vous verrez qu'il y a une certaine diversité par rapport à cela. On était plutôt dans aider à la reconnaissance ou à la connaissance de projets nouveaux ou récents. On en parlait tout à l'heure avec un des artistes. C'est vrai que lorsqu'on n'est pas connu dans ce domaine de la création, eh bien, il y a peu d'espace ou peu de moyens de pouvoir être accompagné. Eh bien, je pense que c'est aussi l'opportunité de projets comme Imagina Atlantica, mais aussi d'initiatives comme le Centre culturel, de faire connaître ces jeunes créateurs, ces jeunes créations, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est aussi ce qui fera demain peut-être des artistes plus connus et surtout la reconnaissance de la création culturelle de nos pays et de nos régions. Voilà, donc on a retenu au final 3 œuvres qui vont vous être présentées. Elles ont été exposées pour la première fois l'an dernier au mois de décembre à Angoulême à l'occasion de la première conférence que nous avions organisée sur la question des industries créatives. Je suis très heureux qu'elles puissent être présentées ici et elles parcourront et continueront leur chemin, je l'espère, sur d'autres lieux parce que c'est aussi cela l'Europe, c'est à un moment donné pouvoir faire connaître les richesses des autres pays et de le faire partager à l'ensemble des citoyens. Donc je ne vais pas être plus long, je reviendrai tout à l'heure sur les autres résultats d'Imagina et puis je laisse la parole à nos artistes et je vous remercie encore de l'accueil que vous nous réservez. Merci beaucoup. Merci, muchas gracias Xavier. Philippe Wasnar. Non, c'est Annabelle Podo. Je vais commencer. Ah, pardon, pues va a empezar Annabelle Podo, que es asesora de Gran Angoulême. Je représente donc les artistes Stéphanie Cadoré et Lorenzo Ciavini qui ont réalisé l'œuvre projet QR Code qui a été créée avec 20 élèves de l'école d'art plastique d'Angoulême qui ont entre 15 et 65 ans. C'est une œuvre qui consiste à la dissémination d'illustrations dans la ville, des illustrations sur lesquelles il y a un QR Code et qui est une œuvre participative puisque les passants sont invités à s'emparer des QR codes pour les détourner en fait de leur usage habituellement commercial.
Et donc ces QR codes leur proposent un contenu artistique, poétique. Et donc c'est une réflexion sur les nouvelles modalités de diffusion des objets artistiques à travers l'accès à des courtes bandes dessinées, des courts-métrages ou des animations de l'illustration de base. Voilà, vous pourrez la découvrir. Ce sont des illustrations qui sont installées un petit peu partout dans la ville d'Ourense. Gaëtan, pour la deuxième œuvre. Bonjour. Alors, avant de présenter l'œuvre, je souhaitais remercier les partenaires d'Imagina Atlantica qui nous ont permis donc de créer l'œuvre et de la diffuser, particulièrement la Fondation de la Jeunesse à Porto, la Junta de Galicia, la Deputación d'Ourense, bien sûr le Grand Angoulême, Annabelle qui a dû supporter nos petites demandes et autres, voilà, et le Centre culturel d'Ourense qui nous accueille et donc qui nous permet de réaccrocher l'œuvre et de la faire découvrir au public espagnol. Voilà, donc c'est une pièce qui a été coécrite avec une artiste qui s'appelle Zara Punabala, qui est un petit peu obsédée par l'objet haut-parleur d'un point de vue plastique, et moi je m'occupe plutôt de la partie sonore, je suis plutôt musicien. Donc on s'est posé la question, puisque les questions d'espace public m'intéressent beaucoup, et donc le croisement entre le haut-parleur et l'espace public, c'est les systèmes que vous avez dans les rues un peu partout dans le monde qui s'appellent les Public Address Systems, d'où le nom de la pièce. Et donc vous avez à l'angle du bâtiment ici un haut-parleur qui a été installé, qui détecte le passant. Et quand le passant est détecté, il y a un son qui est émis, qui est à la base, ce sont un certain nombre d'enregistrements, aujourd'hui ça doit être 70, qu'on a réalisé à travers nos voyages, où vous pouvez entendre des choses. Le principe c'est que ça a été enregistré à partir de haut-parleurs de l'espace public ailleurs. Donc on a, par exemple, pour les choses très caractéristiques, on peut avoir un appel à la prière d'une mosquée d'Ispahan ou des choses comme ça. Bien sûr, des choses plus publicitaires, plus terre-à-terre, des alertes baignades, etc. Et vous avez aussi une alerte pollution du Japon, etc. Donc vous entendez Paris, Tokyo, Ispahan, Montréal, Moscou, Katmandou, Genève, Strasbourg, Dublin, Buenos Aires, etc. Un certain nombre de langues, ça va du coréen au japonais en passant par l'anglais, l'espagnol, l'espéranto, le dialecte alsacien, puisque moi j'habite là-bas. Voilà. À partir de cette collecte de sons, certains sont livrés bruts, d'autres ont été totalement modifiés musicalement, illustrés. L'énorme majorité des sons musicaux qu'on entend sont des modifications de l'enregistrement de base faites par électronique. Voilà, le mieux de toute façon c'est que vous alliez vous rendre compte en sortant dans la rue de ce que ça donne. Une dernière chose concernant l'œuvre, on a commencé un site collaboratif, un site internet, où vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à participer. Donc on peut filmer des haut-parleurs dans l'espace public et il y a un QR code à flasher ou une adresse et on se retrouve sur le site et on peut uploader les enregistrements et peut-être qu'un jour je les utiliserai pour en faire de nouveau. Voilà, le dernier en date a été enregistré à Angoulême, donc la dernière fois. Là, je suis en repérage à Ourense pour trouver le prochain enregistrement, mais j'ai un peu de mal. Vous avez peu de haut-parleurs dans l'espace public. Alors, si vous avez des infos pour moi tout à l'heure, je suis preneur. Voilà, en gros, ça donne ça. Merci beaucoup. Bonjour, donc un grand merci à tous les partenaires, bien évidemment
à la députation d'Ourense et puis au Grand Angoulême, hein, puisque ça a été par le biais du Grand Angoulême que donc HP Process a pu présenter World City. Alors tout simplement World City, vous allez le voir là-haut, c'est pas une présentation qui pour nous est la plus, je dirais la plus évidente, au sens où c'est une œuvre qui doit être dans les zones urbaines. Elle n'avait pas été créée de toute façon à l'origine pour ce concours, mais pour un concours d'œuvres au milieu urbain, avec exposition, avec écran LED, ce qui donnait une luminosité, et c'était à Enghien-les-Bains. Donc World City, qui a été faite avec Hortense Gauthier, je pose simplement cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est écrire au XXIe siècle? On s'est posé cette question-là. Nous, on vient de la poésie avec Hortense Gauthier, donc vraiment de ce qu'on appelle l'écriture. Hein. On publie en revue, on a publié des livres, etc. Et on s'est dit comment on écrit à un moment donné. Et on s'est aperçu que le plus grand usage de l'écriture qu'il y avait actuellement, c'était les smartphones. Et donc, effectivement, les gens écrivent avec les smartphones toute la journée. Hein, il y en a, il n'y a qu'à regarder quand vous êtes face à moi. Il y en a, effectivement, il n'y a qu'à voir leurs yeux et le mouvement un petit peu de leurs bras. On sent qu'il y a du smartphone qui est là et qu'ils écrivent avec leur smartphone. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que c'est écrire, en fin de compte, maintenant, une zone urbaine? Comment écrit-on notre temps? Comment écrit-on notre communauté? Et là, ça résonne un petit peu avec vos préoccupations. C'est-à-dire que la plupart des contrats qui nous lient en tant que population sont des contrats sociaux, des contrats politiques, vous le savez parfaitement, des contrats juridiques. Or, qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, nous sommes en groupe? D'abord et avant tout, on s'est aperçu que c'est le langage. Et pourquoi vous êtes là? C'est que tout simplement mon français vous est traduit et que nous pouvons le partager ensemble, ce français. Et c'est pas parce que je suis un artiste, pas parce que seulement je suis invité, c'est qu'on communique avec ce langage. Et donc avec Hortense Gauthier, on s'est dit, on a envie de représenter ça dans une œuvre artistique, donc une œuvre artistique qui est vraiment politique, de se dire ce qui unit et ce qui fait à un moment donné la ville, c'est pas effectivement tous ces contrats qu'on nous donne, mais bien en deçà, effectivement, c'est cette réunion des hommes à travers un langage, un espace commun de langage. J'entendais mon voisin parler effectivement d'art à un moment donné postmoderne. Nous, on se définit vraiment dans la postmodernité, c'est-à-dire il y a une fin des grands récits peu à peu qui arrivent. Les grands récits historiques effectivement commencent à s'effondrer. Nous sommes dans ces micro-récits, dans ces micro-fictions entre nous, et on s'est dit ça serait hyper beau de pouvoir réunir tous les gens qui vont envoyer des mots. Alors des gens qui sortent d'un concert, des gens qui sortent d'une boutique à un coin, ils vont envoyer ces mots-là qui vont s'agréger avec les autres mots et on va créer plein de petits récits comme ça à travers cela. Donc voilà, le projet World City, c'était vraiment d'interroger cette communauté très informelle des hommes et comment la ville naît. Et ça, c'est le second principe de l'œuvre, c'était de retourner ce qu'on appelle l'architecture. Si vous prenez des gens comme Le Corbusier à l'origine, c'est quoi? C'est qu'on va foutre des gens dans un endroit, on leur bâtit une architecture et ils vont se plier à l'architecture. C'est typique de ce qu'on appelle en France les cités radieuses, où on a mis des gens, les travailleurs, et on s'est dit ils vont devenir heureux. Les cités radieuses, c'est pas des cités radieuses. Hein. Vous allez à Nantes, vous allez à Marseille, c'est pas devenu forcément des cités où les gens sont heureux. Et on voit très bien l'urbanisme, en tout cas tel qu'il est devenu sur les périphéries en France. 5 minutes ? Comment il est devenu? C'est devenu effectivement épouvantable. Or, on commence à s'apercevoir, et ça beaucoup de sociologues vont sur le terrain avec les urbanistes, qu'est-ce que c'est une ville? Ce n'est plus proposer à des gens un cadre urbanistique dans lequel effectivement ils vont être contraints, c'est écouter des populations. C'est-à-dire que c'est en parlant avec des populations que les sociologues et les urbanistes commencent à se dire, en fin de compte, c'est ça. Voilà la question qui se pose et comment on peut redéfinir un quartier, comment on va redéfinir une ville. Et on s'est dit, ça serait beau de faire une ville qui pousse ce que vous allez voir, en fin de compte. C'est simplement une petite mouture, puisque c'est sur peu de temps, après je vous dirai simplement le cadre temporel de ça. C'est une ville qui pousse avec les mots des gens, c'est-à-dire que c'est le langage des gens qui va amener la ville à grandir. Et par exemple, World City a été présenté en février au Japon sur 3 villes, Fukuoka, Tokyo et Kyoto. Donc 30 zones en tout sur les 3 villes, donc ça fait une très grosse œuvre, et donc tout en kanji, la ville a poussé lentement sur un mois, et effectivement, donc ce sont les gens et leurs mots qui ont créé la ville, et c'est pas une ville dans laquelle on a enfermé des mots. Et nous, pour nous, c'était très beau métaphoriquement de montrer que effectivement un espace pousse par notre langage, et c'est nous qui créons effectivement l'espace par le langage, c'est la base, quoi. Et donc c'est pour ça que là, bon, vous allez voir World City, c'est une version, ce qui est la version
Imagine Atlantica qui a été retravaillée. J'ai rajouté quelques modules effectivement par rapport à la version de décembre. C'est pas la version qui a été présentée donc ni au Japon ni à Carcassonne le mois dernier, etc. Mais en fait compte, c'est une œuvre qui demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on l'expose sur un mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même beaucoup d'envois de gens et ça met du temps. Donc on va vous distribuer des petits QR codes, on va vous mettre des petits QR codes, vous pouvez les flasher et vos mots vont se retrouver dans l'œuvre. Quand vous montrez, vous pourrez les voir apparaître dans l'œuvre. Mais c'est vrai que c'est une œuvre normalement qui doit mettre 1 mois, voire 2 mois pour vraiment trouver sa consistance. Et par exemple, en 1 mois à Carcassonne, on a eu 270 envois pour vous donner, et au Japon, en 3 semaines, on était à 400 et quelques mots qui ont été envoyés. Et donc ça faisait vraiment des espaces urbains assez jolis. Là, les mots, vous allez voir, il y en a quelques-uns. C'est un peu nous qui avons envoyé des mots pour qu'il y ait quelque chose. Pourquoi ? Parce que justement, l'œuvre n'existe pas sans la participation. C'est-à-dire s'il n'y a pas de participation, il n'y a pas d'œuvre, tout simplement. Donc voilà le cadre de World City. Donc c'est HP Process. Hortense Gauthier n'est pas là. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Et nous sommes encore très heureux d'être présents. Oui. Merci beaucoup. Estoy totalmente de acuerdo con Philippe de que el que tengamos esta obra suya únicamente estos 2 días durante la duración de este encuentro es un periodo escaso. Es cierto, sobre todo cuando es un proyecto interactivo como es este, donde el tiempo y la participación de las personas es esencial. Y esperemos que sea posible a lo mejor estudiar la viabilidad de, si no dentro de este encuentro. Es verdad que ahora, y ya lo digo en ámbito coloquial aquí en Ourense, pues no es digamos que el mejor momento para realizar una exposición. El verano digamos que tiene un decaimiento en lo que es la actividad cultural, sobre todo julio y agosto, pero sí que creo que puede ser un proyecto tremendamente interesante para en otro momento del año poder desarrollarlo y poder acogerlo aquí y ver cómo esta ciudad, que es una ciudad que tiene una base cultural arraigada a lo largo de toda su historia, pues puede interactuar, puede participar y podamos ver el resultado de esa intervención y el resultado de la reacción de los ciudadanos a su proyecto. Yo creo que entonces abrimos un turno para cualquiera de ustedes que quiera intervenir, que quiera hacer alguna pregunta. Yo, para romper el hielo, le preguntaría a Gaetán si han planteado la posibilidad. Su obra, como él les explicaba, es un altavoz. Ambas obras tienen un concepto de interactivo, es decir, de la participación de la gente. Su obra son unos altavoces y que con un sensor y entonces emiten unos sonidos. Si han planteado la posibilidad, a lo mejor ya lo han hecho, de grabar las reacciones de la gente una vez que ese altavoz emite pues un sonido que pueda incluso resultar extraño para el viandante. Si lo han planteado, si ya lo han hecho, si piensan que puede ser interesante o simplemente es una banalidad. Alors non, c'était pas envisagé. Mais effectivement, ça peut être une bonne idée de rajouter encore une couche. C'est un haut-parleur enregistré par un haut-parleur et une vidéo qui filmerait quelqu'un qui réagit par rapport à un haut-parleur. C'est sûr que quand on passe dans la rue et qu'on se préoccupe pas spécialement et qu'on entend du japonais en plein milieu de l'Espagne, il peut y avoir des réactions étonnantes à méditer et à réfléchir. Juste, si vous me permettez, pour rebondir sur deux choses, sur votre question, Francisco, en effet, et sur ce qu'expliquait un peu Philippe Boinard par rapport
à l'idée de construire une autre forme de ville. Donc finalement, c'est quoi? Sur le vivre ensemble. La question se pose. Aujourd'hui, c'est bien une question centrale que l'on a dans nos régions. Je pense que on le voit dans nos régions qui ne sont pas des régions, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui ne sont pas des grandes métropoles. Donc finalement, comment on reconstruit un sens à ces territoires-là, au niveau de Ourense, au niveau de la Galice plus largement, sur Porto, sur Angoulême, comment reconstruire un sens? Et je trouve que l'idée d'interpeller dans l'espace public l'habitant, le citoyen, sur la manière dont il qualifierait son regard instantané sur la ville, c'est l'idée de World Cities, sur l'interpellation. J'ai l'image, l'hôtel de ville d'Angoulême est un château. Eh bien, je peux vous assurer que les passants, quand ils entendent l'appel à la prière au sein du château, ça les interpelle. Et donc finalement, on sort, on est dans une forme de réaction, d'interpellation aujourd'hui de l'habitant, de ce qui l'entoure. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de réactiver ces leviers-là sur ce qui fait le vivre ensemble. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je rejoins votre proposition, Francisco, de dire est-ce qu'on peut peut-être aller plus loin? Oui, je crois qu'il faut que l'on aille plus loin aujourd'hui sur la promotion de la création artistique dans nos espaces. Aujourd'hui et dans des lieux comme les nôtres, parce que il y a des vrais potentiels au travers des écoles, au travers de certains collectifs, autour de certains auteurs, et je pense qu'en unissant un peu nos moyens, on peut réellement créer aujourd'hui les conditions de reconnaissance du fait que nous ne sommes pas que des régions périphériques. Il se passe aussi des choses chez nous, dans nos territoires, et ça, je pense qu'il faut arriver à le valoriser, et c'est que collectivement qu'on y arrivera. Donc moi, je reprends cette proposition d'avoir un projet, en tout cas une initiative qui permettrait de donner un petit coup de main aujourd'hui à cette promotion de la création dans nos territoires. Voilà. Creo que estamos totalmente de acuerdo. Hay un adagio que dice que sumar esfuerzos multiplica los resultados. Por lo tanto, yo creo que en esa filosofía y en esa línea de actuación nos vamos a encontrar seguro y vamos a coincidir sin ningún problema. Nadie se atreve, nadie tiene... A ver... ¿Quieren descubrir las obras? ¿Quieren descubrir? Pues, bueno, en 10 minutos subimos a descubrir las obras. Después, al café. Yo les preguntaría a los cuatro... quizá hay un cierto escepticismo, o puede haber un cierto escepticismo sobre la posibilidad de que la creación artística en el ámbito de las nuevas tecnologías pueda ser una industria cultural que genere empleo y que genere riqueza. Me refiero a esto porque podríamos discriminar entre la creación artística a lo mejor y la creación comercial. Yo creo que es evidente que hoy la creación, utilizando, digamos, los diferentes recursos de las nuevas tecnologías, es un grandísimo negocio. No nos olvidemos, por ejemplo, que los juegos, los videojuegos, los juegos de animación están facturando más que el cine, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es creación artística y es creación con nuevas tecnologías. Pero también es cierto que es una creación que tiene un ámbito comercial más que un ámbito puramente artístico. Mi pregunta es esa.
podemos ir solo por la vía de la creación artística, es decir, la creación artística utilizando las nuevas tecnologías es en sí un negocio potencial, o no debemos olvidar que para que sea un negocio, para que sea un marco de creación de empleo, un marco de creación de riqueza, de creación de empresas, de pymes, de pequeñas y medianas empresas, debemos tener en cuenta siempre ese componente comercial, es decir, tiene que haber alguien a quien le interese esto y que use esto pues para lo que sea, no solo para una experimentación o para, digamos, que el disfrute y la contemplación. No sé si me explico y si podemos abrir un pequeño debate sobre este asunto. ¿A qué hora? A las 10:15. Bueno, y muy breve porque estamos ya fuera de tiempo. Alors moi je réponds en tant que artiste et de l'autre côté enseignant et co-directeur d'une formation. Donc co-directeur d'une formation sur art, interactivité et relief sur Angoulême et professeur en Master 1, Master 2 à Annecy sur communication et hypermédia. Et donc tous les dispositifs de programmation. Actuellement, je crois que sur nos recherches, quand on enseigne, on est dans l'art. Même en hypermédia et communication, on va faire des marketeurs, on va faire des gens qui travaillent effectivement sur les espaces. On travaille énormément à partir de l'art. Et je crois que les situationnistes avaient bien montré qu'effectivement, le milieu commercial a une forme de dialectique où il se réapproprie de toute façon les concepts artistiques. Et de l'autre côté, il est évident que quand on commence à voir le développement de ce qu'on appelle la scénographie numérique, qui apparaît partout, pas que dans les musées, c'est-à-dire aussi dans les commerces. Là, il faut aller à Montréal, il faut aller en Autriche, qui sont des pays très en avance par rapport à la France, et je pense une partie de l'Espagne. On s'aperçoit que les espaces mercantiles sont transformés par la scénographie numérique. Mais où est-ce qu'on va trouver les développeurs? Eh bien, pas forcément dans les écoles d'ingénieurs classiques, et c'est pour ça qu'on commence à avoir beaucoup de formations qui arrivent, effectivement, où on est à la fois développeur, c'est-à-dire programmeur informatique, mais formé à l'art, c'est-à-dire à cette créativité. Et je pense qu'il y a tout un domaine, effectivement, qui est en train de s'ouvrir en Europe et dans le monde, avec des compétences, des fortes compétences. Moi, je suis déjà une génération vieille, puisque j'ai plus de 40 ans, mais je vois les nouvelles générations, c'est-à-dire qui ont 25 ans à peu près, ces gens avec qui je travaille. Les contrats, on les a, et on est artiste à l'origine, et on n'a pas de boîte, c'est-à-dire qu'on est simplement artiste-développeur. Et on nous contacte pour faire des choses, pour des espaces privés et commerciaux. Et donc oui, c'est des territoires, des compétences. Faut-il après qu'il y ait des leviers institutionnels qui permettent quoi? D'une part la circulation effectivement de ces idées, la création des formations, et là Angoulême nous a accompagnés quand on a créé la fasterie, ça a été extraordinaire de pouvoir créer cette formation, etc. Et je crois qu'effectivement le dialogue est nécessaire si on ne veut pas passer à côté des enjeux. Bueno, pues no me queda más que darle las gracias a todos. Estamos un poco apurados de tiempo para la próxima ponencia. Gracias Xavier, gracias Philippe, Gaetán, Anabel, muy amables. Buenos días. Bueno, vamos a seguir el coloquio que nos ocupa a continuación. Tiene por título Industrias creativas, territorios creativos, un nuevo estímulo para el desarrollo en Europa. Vamos un poco a reflexionar durante 45 minutos hasta las 11:30, hora a la que está previsto. Bueno, tienen a su disposición un coffee break en la planta superior de este centro cultural.
sobre esos dos conceptos, sobre industrias creativas y también sobre los territorios. Un debate en el que está siempre muy preocupado Xavier, la relación entre los territorios, la relación entre las industrias, la competitividad entre esos territorios y la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas. Para hablar de este tema que ahora nos ocupa, tenemos con nosotros a don Xesús Laje. Don Xesús Laje es profesor de la Universidad de Vigo, es coordinador del grupo Territorios Creativos de este proyecto, del proyecto Imagina Atlántica, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Sociología por la Universidad de Santiago. Su trayectoria profesional y académica ha estado vinculada a la intervención y el estudio de procesos de cambio social. Profesor titular del área de Sociología de la Universidad de Vigo, imparte docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta universidad dentro del campus de Pontevedra, en la cátedra Jean Monnet también de la Universidad de Vigo, en el máster de Políticas Comunitarias y Cooperación Territorial, también en el ámbito de la Universidad de Vigo. En sus últimos trabajos de investigación se ha ocupado del estudio de la situación sociocultural de los municipios de Galicia, que es una situación, la verdad, muy peculiar, de las políticas culturales en Galicia y en España y de la identificación de las peculiaridades de las industrias culturales y creativas. Por lo tanto, creo que su perfil encaja perfectamente en el título de esta ponencia, de este coloquio. A mi derecha está Pascal Chauchefouin, es profesor de la Universidad de Poitiers, es un experto en territorios creativos dentro del ámbito de Gran Angoulême. Y a mi izquierda Xavier, que ya le presenté anteriormente, director general adjunto de Gran Angoulême. Los tres van a reflexionar sobre este aspecto y, en primer lugar, por favor, Xesús tiene la palabra. Gracias. Xavier, if you don't worry, Sí. I change the seat, please. ¿Dónde está tu presentación? En la portada. ¿Aquí? Okay. ¿Esto? Thank you. Hola. Sí, se escucha. Sí. Bo día. Vou expresarme en galego, xa que temos traductores. Agradecer aos socios do proxecto, a Diputación de Ourense, este centro social, a acollida nesta mesa, nestas xornadas. Congratúlame de volverme a topar con Pascal con Xavier vou intentar facer unha pequena presentación do traballo do equipo de expertos que traballamos nesa parte do proxecto Imagina Atlántica que se refire ao tema de territorios creativos. O grupo de expertos foi designado por cada un dos 4 socios. En Galicia había 3 partes, non? O eixo atlántico do noroeste peninsular, a Diputación de Ourense e a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia. O primeiro que fixemos nas reunións de traballo que tivemos ao longo do ano pasado foi abordar cal iba a ser o método de traballo. E o primeiro co que nos atopábamos era responder a que era o que entendíamos por territorios creativos. Un primeiro achegamento teórico que a vista digamos dos obxectos xerais do proxecto Imagina Atlántica tivo que acomodar
pois esa definición dos territorios creativos, digamos, do amplio espectro que teñen as industrias culturais e creativas, a 4 subsectores moi concretos que son o sector audiovisual, o sector multimedia, o patrimonio e o turismo. Bueno, aínda que o turismo pois dentro do que son as definicións que se empregan en Europa por parte da Unión Europea ou por la propia UNESCO, non formaría parte desas actividades das industrias culturais. O certo é que de feitos acordamos que unha industria pois creativa responde pois a posta en valor económico de elementos e referentes culturais, vamos, pois obrigado a contemplar o turismo como unha industria creativa, do mesmo xeito que o é a moda ou a arquitectura. Ben, aténdonos a isto, bueno, pois tamén pois partíamos de que podes pasar, gracias, de que o traballo do grupo iba a ser un traballo basicamente cualitativo, xa que con anterioridade se fixeran pois análises cuantitativos que describían a situación do sector audiovisual creativo nas 4 rexións do proxecto. Dito isto, pois acordamos pois a través dun análise documental, a través de entrevistas, de reunións de grupos, de reciclaxe e análise de investigacións precedentes, pois ir recabando información nunha serie de dimensións que pasaban por unha caracterización dos profesionais e dos sistemas de prácticas destes profesionais, que pasaban tamén por reparar na identidade dos referentes regionais, pois cales eran esas referentes máis importantes e como se comunicaban esas referentes identitarios e patrimoniais. Tamén interesaba ver cales eran as experiencias de colaboración entre profesionais, entre institucións, organizacións, asociacións e cantas destas colaboracións incidían en ir máis alá do que eran as fronteiras nacionais, é dicir, a colaboracións internacionais, experiencia en colaboracións internacionais. Preguntamos tamén por como os axentes do sector entendían tamén o futuro do audiovisual, do multimedia, do patrimonio, do turismo, en concreto cales eran as súas experiencias e as súas situacións presentes de cara a enfilar ese futuro. E preguntouse, como non, polo tema do que se estaba a investigar nestes campos, pola oferta formativa existente, polas demandas, polas problemáticas en relación á investigación e á formación nestes subsectores das industrias culturais e creativas, e logo pois polo papel das políticas e o financiamento público de cara a estos subsectores das industrias creativas. Ben, dito isto, bueno, pois chegamos a unha serie de conclusións das quais pois quero facer aquí uns breves apuntamentos, pois apuntando tamén o fío de, digamos, das conclusións máis relevantes a unha serie de necesidades a modo de recomendación que se poden extraer do traballo deste grupo de expertos.
O punto de partida é o acordo entre todos os axentes, foran empresas, profesionais, asociacións, institucións, organizacións, do alto valor atribuído ás industrias culturais e creativas. En concreto, pois, a eses 4 subsectores do audiovisual, do multimedia, do patrimonio e do turismo. Unha alta valoración que coincide tamén coas políticas da Unión Europea, coas políticas, polo menos sobre o papel, recoñecido nos estados nos que se integran estas rexións e polas institucións e os organismos, empresas, insisto, profesionais, asociacións vinculados a estes subsectores. Entre os argumentos empregados para apoiar este papel estratégico das industrias culturais e creativas, aí se recollen na transparencia algunhas delas, como é que estes sectores de actividade contribuyen a diversificar a economía das rexións, contribuyen, como decía Mau na presentación das xornadas, Xoan Mau, o presidente do Eixo Atlántico, contribuyen á promoción do emprego. Un emprego moi interesante, pois porque é un emprego normalmente altamente cualificado, con profesionais dunha media de idade bastante nova, e que na gran maioría dos casos son profesionais enormemente vocacionais, o que aporta un enorme entusiasmo e motivación ao traballo que realizan, que é un valor engadido moi importante á hora de traballar, non? Traballar no que che gusta, aínda que che coste ás veces máis, aínda que che coste a veces diñeiro. É un sector, ademais, que incorpora, como tamén decía Xavier Hurtó, un componente tecnolóxico moi importante e moi interesante. Como non, innovación e creación, que aposta polo patrimonio e pola identidade. Hai, dende o que son as creacións multimedia, o que é o cine de animación, o que é a publicidade, nas 4 rexións do proxecto hai exemplos magníficos de como se traballa esa identidade, ese patrimonio, esa cultura, ou como se divulga de cara ao turismo, empregando a imaxe, empregando o son, empregando a publicidade. Ademais, un aspecto importante é que o tipo de empresas e profesionais que traballan no mundo audiovisual multimedia especificamente son empresas e actividades que se amoldan perfectamente o que son os modelos de competitividade que están en boga dende xa fai un par de décadas. É dicir, son pequenas empresas, pequenas unidades de producción independentes, con capacidades de traballar por sí mesmo, porque en moitos dos proxectos audiovisuais e multimedia precisase da colaboración de diversos profesionais para levar a cabo un produto final. Eso sí, sempre, pois porque teñen que estar especializados en diversas tarefas, sempre que haxa unha coordinación e unha integración en función de obxectivos.
esta flexibilidade, capacidade das pequenas, das medianas empresas audiovisuais e multimedia, que moitas veces pois están a divulgar o patrimonio e que están a divulgar digamos os elementos de atractivo turístico ou territorial, teñen maior capacidade de resposta ante as incertidumes que outro tipo de actividades ou de empresas. Isto pois fala de como o emprego das tecnoloxías de información, da comunicación, teñen estes profesionais cualificados teñen maior capacidade de responder os cambios e as incertidumes que outro tipo de empresas e actividades. E esta tamén é unha das exixencias dos modelos de productividade que están en boga no mundo global no que vivimos. En canto a referencias ao patrimonio, por favor, gracias, Xavi. En canto a referencias ao patrimonio, bueno, pois xa se mencionou aquí, non? As 4 rexións teñen un enorme e rico patrimonio, aínda que con características distintas en cada un dos territorios das rexións. Este patrimonio, esa identidade, é un punto moi importante para inspirar a creatividade, para inspirar a innovación, a pesar de que os profesionais non renuncian os referentes multiculturais pois das corrientes icónicas globais, son especialmente sensibles, é xente nova, é xente vocacional, motivada, e que sabe conciliar perfectamente referentes globais, incorporándoos á tradición para darlle novos sentidos, a topar novas formas de poñer en valor os elementos da identidade regional. Polo tanto, contribuyen a repensar e actualizar esas representacións da identidade local, regional. Eso sí, eso pois leva a plantear a necesidade de traballar elementos a compartir para recrear as identidades do arco atlántico. Pois porque sí que en cada un dos territorios se identificaba claramente cales eran eses elementos identitarios e a potenciar de cara en cada un dos territorios. Sen embargo, bueno, pois é difícil moitas veces atopar puntos en común nestas identidades. Indudablemente, pois tamén, como se apuntou esta mañá, é un camiño no que temos que seguir a traballar, ver cales son esos puntos comuns na recreación dunha identidade das rexións do arco atlántico. Exemplos deste patrimonio e desta identidade moitísimos. Comentaba fai un momento que cada territorio ten pois as súas peculiaridades. Por subliñar aqueles máis relevantes, pois poderíase pois mencionar aqueles que son patrimonio da humanidade. En 3 das rexións, Gales, Galicia e norte de Portugal, hai espazos que son patrimonio da humanidade da UNESCO, que son espazos de referencia tamén da recreación de identidade local. En Gran Angoulême, o punto forte da súa identidade é relativamente novo, pero está moi fortemente vertebrado a nivel organizacional, social, institucional, e xira en torno ao que é a cidade do cómic e da imaxe.
Isto tamén pois leva a plantear a necesidade de hai unha páxina web, non sei se coñecen, no proxecto do que é o proxecto de Imaxina Atlántica, e bueno, pois eu penso que esa páxina tería que facerse eco de todos estes elementos de entidade regional dos territorios do proxecto e das ligazóns que vinculan a esas sinais de entidade. En canto ás experiencias de colaboración, bueno, pois o certo é que sí que hai amplias experiencias de colaboración, e máis o propio carácter da actividade audiovisual multimedia, como decía antes, pois require da colaboración especializada de distintos profesionais para elaborar un produto final. En este sentido, bueno, pois dende institucións públicas, empresas, organizacións, asociacións, profesionais, pois vense obrigados a colaborar, teñen proxectos, colaboran, pero o certo é que esa colaboración, salvo igualmente excepcións subliñables, o certo é que ou ben son intrarregionais ou interregionais, pero dentro do que é o contexto dos propios estados. É dicir, unha das cousas que se ten subliñado por parte dos profesionais é unha especial dificultade na distribución dos produtos audiovisuais e multimedia máis alá do ámbito dos estados. E, bueno, pois este é un proxecto entre rexións dese arco atlántico e tamén pois plantea a necesidade de seguir a profundizar no coñecemento do que fan os outros, do recoñecerse nos outros, do que tamén se falou esta mañá, como paso previo o diálogo, o intercambio e a colaboración en proxectos. A Unión Europea ten facilitado moito este traballo, e máis dentro do que é Europa 2020 hai un espazo reservado para a cultura moi interesante. Sen embargo, indudablemente parece ser que esas colaboracións, esas axudas, esos proxectos teñen que seguir sendo apoiados para poder profundizar, porque o seu alcance ten sido limitado. As TICs, as tecnoloxías de información e da comunicación, facilitan enormemente o que é o traballo colaborativo, pero unha cousa interesante é que os profesionais subliñaban que o coñecemento previo cara a cara facilita enormemente poder establecer confianza para poder logo traballar en liña. É dicir, este proxecto permitiu coñecernos persoalmente para poder logo traballar en rede. E moitos dos traballos que se fan neste ámbito, pois os profesionais subliñaban eso. Podemos traballar a nivel global, pero é importante un coñecemento cara a cara para fomentar esa colaboración e confianza. Ben, o certo é que estamos nun momento de crise económica, especialmente en España, en Portugal. Sen embargo, máis que afondar nesa crise e nas súas consecuencias que as teñen nestes momentos no que é a capacidade de traballar no audiovisual e multimedia, sí que volver a subliñar que fronte á incertidume económica actual os profesionais, as empresas, as institucións coinciden en apreciar a capacidade de resiliencia
é dicir, de flexibilidade ante a crise que teñen estas industrias, estes sectores, estes profesionais en relación a outros sectores de actividade. O audiovisual, o multimedia, o patrimonio e o turismo forman parte desa construción do futuro dos profesionais. Forman parte incluso pese á crise. Unha cousa que me chamou e que me chama bastante a atención e se nota especialmente no norte de Portugal é como a pesar dos recortes hai un boom da creatividade no norte de Portugal nestes momentos moi importante. É dicir, os creativos nun entorno de crise reaccionan facendo propostas que son moi importantes e moi interesantes para, digamos, darlle vida a eses territorios e as actividades socioeconómicas deses territorios. Neste sentido, hai unha necesidade de profundizar na complexidade organizativa intrarregional e no establecemento tamén de pontes interregionais e internacionais. En Gales e Angoulême teñen traballado moito o tema da integración organizacional e institucional. E iso, digamos, nótase na madurez en que acadada polos sectores audiovisual e multimedia, en relación tamén co patrimonio e o turismo. Pero o certo é que en Galicia, norte de Portugal, hai que seguir traballando nestes ámbitos de integración. As rexións do proxecto teñen logrado un desenvolvemento meritorio no que son as industrias culturais e creativas, a pesar de non contar con áreas metropolitanas. Pero o certo é que o importante ás veces non é tanto o espazo e as economías da aglomeración como a capacidade de xerar actividade entre profesionais, empresas e organizacións. En este sentido, é a baza que ten que xogar ou que intentou xogar este proxecto. É dicir, somos territorios, as 4 rexións do proxecto, que non teñen grandes áreas metropolitanas. A máis grande, quizás, a área metropolitana de Porto. Pero, aínda así, digamos, non teñen a suficiente escala, a economía de escala, para competir con grandes metrópolis como pode ser a Île-de-France, o Madrid, Barcelona, Londres, pero a fortaleza está na capacidade de poder xerar actividade, de incrementar a densidade das relacións e da colaboración en proxectos, tanto a nivel institucional como a nivel profesional, entre as empresas, entre os profesionais. En este sentido, incidir no papel que teñen as políticas públicas, é dicir, ven que sobre o papel as políticas públicas subliñan a importancia e a relevancia das industrias culturais e creativas, pero digamos, este apoio tense que manter, incluso facendo esforzos financeiros, porque as administracións públicas traballan como catalizadores do encontro entre actores, entre empresas
entre profesionais, xogando coa formación, coa investigación, que son moi relevantes neste ámbito. Os profesionais, hai unha oferta formativa de investigador importante, pero é necesario traballar máis a integración dos equipos de investigadores, traballar máis a integración da formación do mundo da empresa, ámbitos nos que en Angoulême ou en Gales pois se teña avanzado de forma importante, pero que en Galicia ou no norte de Portugal todavía deixan bastante que desear, e sobre todo nun elemento no que non se incide, ou vexo eu que non se incide demasiado, que é na necesidade de que as empresas se impliquen nas prácticas dos profesionais e incluso na financiación desas prácticas. O sea, sempre recae sobre o Estado, que nestes momentos pois ten os enormes recurtes públicos, pero se as empresas son as interesadas en ter formación profesionais formados, especializados, tamén debense de implicar como fan en Gales ou como fan en Angoulême. Bueno, creo que xa dilatei a miña intervención. Moitas gracias por escoitar. Monsieur Chauchefond. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Merci Jesús pour cette synthèse très complète et très intéressante sur le travail qui a été réalisé au sein de ce programme. Alors, mon interprétation d'Imagina Atlantica, c'est évidemment ce qui a été rappelé à plusieurs reprises depuis le début de ce colloque international, c'est cette question de mutualiser des forces entre plusieurs territoires qui sont positionnés de manière un peu périphérique, effectivement, par rapport à des grandes métropoles qui sont très souvent identifiées comme des moteurs de l'économie contemporaine. Mon propos ici consiste à tenter de mettre en évidence un certain nombre d'enjeux macroéconomiques autour de la créativité, des industries créatives et des industries culturelles. En effet, je pense qu'on rate un certain nombre d'enjeux essentiels, on passe à côté d'un certain nombre d'éléments essentiels pour l'avenir de nos projets et pour l'avenir de nos territoires. Si on limite la réflexion sur le potentiel de nos territoires, le potentiel de nos activités créatives, à la question simplement de la culture et des industries culturelles. Alors évidemment, je ne veux pas dire que cette question-là est accessoire, je ne veux pas dire qu'elle est mineure dans le raisonnement, car évidemment la culture représente une activité économique parmi un ensemble d'autres activités, mais je voudrais montrer que les industries culturelles, la création culturelle, l'image vont tenir un rôle et commencent déjà à tenir un rôle absolument essentiel dans les mutations économiques que nous connaissons actuellement. Alors je vais développer mon propos assez rapidement, puisque le temps passe très vite, autour de 4 points. Le premier point consiste à souligner l'intégration croissante entre les industries créatives, entre les activités créatives, les activités culturelles et les activités économiques classiques qui sont en train de connaître une mutation essentielle. Pendant très longtemps, on a considéré d'une part les activités industrielles, les activités de services, les activités primaires, notamment l'agriculture, et puis un secteur d'activité qui a peut attirer l'attention des économistes, qui concerne l'économie de la culture.
Et aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit que cette dichotomie, cette distinction entre ces différents secteurs ne tient plus. Les barrières sont tombées. Les barrières sont tombées. Il y a une imbrication de plus en plus forte entre les activités traditionnelles qui ont fait la croissance économique jusqu'à présent, et puis ces activités culturelles, de création, qui souvent étaient assimilées de manière un peu condescendante à des activités de divertissement. Et aujourd'hui, cette barrière a disparu. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été un peu développé et sera développé durant ces 2 jours, la question de l'imbrication de plus en plus forte entre culture et tourisme. Je laisse ça de côté. Je voudrais prendre 2 exemples qui me semblent peu mis en lumière et qui sont pourtant assez illustratifs de cette imbrication de plus en plus forte. Cette imbrication de plus en plus forte, elle a été montrée par un auteur qui est spécialiste du management des entreprises, qui a beaucoup étudié le phénomène de mondialisation, qui s'appelle Peter Drucker, et qui a dit et a écrit un jour que pour lui, il y avait dans le business 2 forces essentielles qui créaient de la valeur ajoutée. Le marketing d'une part et l'innovation d'autre part. Bon, on a travaillé depuis et on sait que les 2 sont très imbriqués également, et que dans l'innovation, je vais y revenir dans mon 2e point, la question de la créativité est essentielle. Et Peter Drucker nous dit, en dehors du marketing et de l'innovation, on va trouver tout un tas de choses qui participent au fonctionnement des entreprises, mais ça, ce ne sont que des coûts. Ce ne sont que des coûts. Ce qui apporte la valeur, c'est le marketing de l'innovation. Dans l'innovation, aujourd'hui, on sait effectivement la créativité est essentielle, mais 2 exemples, la grande distribution. La grande distribution, telle que nous la connaissons dans nos pays respectifs, connaît une crise majeure. C'est un système qui s'est développé pendant les 30 Glorieuses, pendant une période que l'on dit fordiste, avec une standardisation des productions, une consommation de masse importante. Ce modèle est en crise. Aujourd'hui, le client est en quête de solutions. Il ne veut pas des solutions toutes prêtes, il veut une solution adaptée à son problème. Comment bien me nourrir, comment acheter en préservant la planète, comment satisfaire un besoin familial particulier, un besoin personnel impérieux. Il faut donc une interaction très forte avec le client. Philippe parlait tout à l'heure de la scénographie numérique, évidemment, on y va très vite. On commande et on consomme à travers des images virtuelles, mais évidemment, on a une relation très particulière aujourd'hui avec le produit, et ce n'est plus la grande quantité, le volume qui compte. On a une évolution des centres commerciaux qui aujourd'hui se transforment en centres de divertissement, beaucoup plus, et là on voit très bien l'interpénétration avec la créativité et la culture. 2e exemple, l'économie du savoir. Je suis enseignant à l'université. Je vois se transformer extrêmement rapidement la relation qu'ont les jeunes générations avec l'oralité. Il est très difficile aujourd'hui de considérer que la configuration classique d'un amphithéâtre, telle qu'elle est aujourd'hui, et je vous félicite pour votre patience, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est très difficile de concevoir que cette configuration entre quelqu'un qui est censé dispenser le savoir et quelqu'un qui est censé le recevoir, cette configuration puisse encore tenir longtemps. Non, il faudra évidemment une révolution dans cette manière de voir. Évolution aussi fondamentale dans le rapport à la lecture. Nous avons dans notre faculté d'économie une bibliothèque de 16 000 ouvrages. Il y a, bilan, 2 ouvrages qui sont empruntés chaque jour. Donc les étudiants travaillent autrement. Donc on sent très bien aussi que là de nouvelles choses arrivent dans la transmission du savoir, et bien sûr tout ce qui concerne l'économie numérique, l'économie audiovisuelle et finalement la créativité dans ce domaine-là seront absolument essentielles. Conséquence pour nos territoires créatifs, eh bien un rôle essentiel à jouer dans cette mobilisation des ressources.
pour favoriser cette imbrication des compétences et ce formidable gisement d'opportunités. Deuxième point, je pense que les industries créatives, le monde de la culture, est un modèle particulièrement pertinent en termes de compréhension des processus d'innovation aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Qui parmi vous dispose à son domicile d'une cafetière Nespresso ou bien d'un produit similaire? Je vous demande s'il vous plaît de lever la main. Parfait, c'est à peu près la proportion de ménages français dotés de cet équipement. Très intéressant, la cafetière Nespresso. Je souhaite prendre quelques minutes pour revenir sur cet exemple. C'est évidemment une réussite commerciale qui aujourd'hui est concurrencée, et ça prouve la réussite. Il y a deux manières de raconter cette histoire. La manière sans la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on explique? On explique que c'est un processus qui a été initié en 1974, qui a mis 20 ans à émerger et que on a travaillé sans que le président directeur général de Nestlé ait un véritable enthousiasme vis-à-vis de cette idée, mais il a toujours soutenu financièrement l'initiative et il y avait un grand scepticisme, première chose. On a géré l'incertitude, mais on avait quand même réalisé de grands progrès technologiques. Alors on peut raconter cette histoire technologique, je ne le ferai pas. Simplement quelques points importants. Il fallait être capable de gérer la qualité de l'équipement cafetière, mais bien sûr, c'est le problème de la capsule qui est le plus important. Et l'interaction entre capsule et cafetière peut donner lieu à des explications technologiques, techniques très intéressantes qui montrent les évolutions successives du produit. On peut l'expliquer aussi d'un point de vue marketing. L'originalité de ce produit, c'est d'avoir attaqué le marché par le haut, c'est-à-dire du haut de gamme qui s'adresse à une clientèle riche, particulièrement intéressée à cette innovation. On peut aussi parler de cette innovation en termes de relations clients. Il y a une autre manière de raconter cette histoire. Celle-ci, elle est moins connue. Et pour moi, elle est absolument essentielle. Et vous allez voir qu'elle révèle parfaitement le rôle de la créativité aujourd'hui dans les produits industriels classiques. Et encore une fois, nos territoires doivent en prendre conscience car ils seront mobilisés dans ces processus-là. Comment peut-on raconter cette histoire? Eh bien, il faut faire référence à un personnage clé dans l'histoire de Nespresso, dans l'histoire de cette entreprise Nestlé, qui est Yannick Lang. Yannick Lang a travaillé pour l'industrie de la cigarette, chez Philip Morris, et il a mené à bien un processus de diversification en produits dérivés des cigarettes en vendant des vêtements. Et vous connaissez tous la marque Marlboro Classics. Il s'est occupé du développement de l'activité du cigarettier dans le domaine des vêtements. C'était la personne totalement adaptée pour travailler auprès de Nespresso, qui ne savait faire pour Nestlé que du café moulu, et qui entame une nouvelle démarche de valorisation de la production à travers les capsules. Eh bien, ce personnage, c'est lui, la créativité chez Nespresso. C'est lui, la créativité chez Nestlé. Il a été capable de comprendre que le design italien dans l'aménagement intérieur était quelque chose de très porteur et la cafetière devait s'intégrer dans ce domaine. Il a compris qu'il y avait de nouvelles méthodes, nouvelles modes de consommation du café, que le rapport à la gastronomie était en train de changer. Il a joué avec cet aspect-là. Yannick Lang a également compris que la relation privilégiée avec le client devait passer par de nouveaux médias. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un club. Il y a aujourd'hui 3 millions d'adhérents au club Nespresso. Que font ces gens? Ils sont capables de voter sur la fin d'un scénario concernant la publicité sur le produit. Et c'est eux qui font l'histoire, c'est eux qui racontent l'histoire. Le client raconte après avoir voté sur ou avoir décidé de la fin du scénario, avec les acteurs que vous connaissez bien.
voilà la créativité, comment elle est arrivée dans cette histoire. Et si l'on raconte cette histoire comme ça, on comprend tout le potentiel qu'il y a à travers nos territoires. Nos territoires créatifs doivent pouvoir apporter des ressources par rapport à ces nouveaux modèles. Mon troisième point concerne une littérature qui s'est beaucoup développée autour des territoires créatifs et qui a privilégié essentiellement les territoires métropolitains. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a centré l'analyse du potentiel créatif des pays à travers ce qui se passe dans l'économie des métropoles. Donc, Jesús en parlait tout à l'heure, il y a un enjeu par rapport à nos territoires périphériques sur la capacité à devenir aussi puissant qu'est le métropole en matière créative. Alors là, il y a un personnage qui s'appelle Richard Florida qui a écrit des choses très intéressantes sur les classes créatives, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui sont dans leur métier, dans leur manière d'être créatifs. Et alors, Richard Florida a joué contre nous. Quand je dis contre nous, cela veut dire contre ceux qui sont absolument certains que la créativité peut exister ailleurs que dans les métropoles. Et sa pensée a beaucoup impressionné les économistes et les sociologues, et il explique que les métropoles attirent, sont d'abord performantes en termes de créativité, elles attirent les classes créatives parce qu'elles sont tolérantes. Et on s'est pendant longtemps satisfait de cette interprétation en disant oui, effectivement, l'ambiance urbaine d'une métropole, ça peut expliquer beaucoup de choses dans les comportements sociologiques. Non, non, non. On a compris qu'aujourd'hui, par rapport à la crise urbaine, par rapport à la crise économique en général, la métropole n'a plus forcément cet avantage absolu. Qu'est-ce qui compte ? C'est évidemment l'emploi, notamment pour les jeunes générations. C'est évidemment les conditions de logement et la possibilité d'accéder à un logement. C'est évidemment l'école. L'école pour les petits, mais aussi l'école pour les grands et la formation tout au long de la vie. C'est aussi la faible criminalité, c'est la fluidité des transports, c'est la qualité du cadre de vie. Et puis, quelque chose de très important, Jesús en a un peu parlé, c'est la question du sentiment d'appartenance au territoire. Donc, vous comprenez très bien que si l'on pose les problèmes ainsi, les territoires créatifs, qui sont des territoires périphériques, dans le cadre d'Imagina Atlantica, eh bien, ces territoires-là sont encore, il faut que nous en soyons persuadés, ils sont encore dans la compétition, et bien sûr, ils peuvent jouer un rôle très important. Quatrième point, et j'en termine par là, ces ressources productives-là, vous avez compris, c'est le sens essentiel de mon message, ces ressources productives-là peuvent être mobilisées dans le cadre des mutations économiques actuelles et vont permettre à nos territoires, si nous savons bien les gérer, de rester dans la compétition. Mais évidemment, comme toute ressource territorialisée, ces ressources sont fragiles, il y a des points de fragilité. Je voudrais mettre en évidence 5 points de vigilance, 5 éléments de fragilité qui doivent attirer l'attention des pouvoirs publics et des acteurs de ces territoires. Premier élément, la question de la propriété intellectuelle. Le créatif, comme tous les autres êtres humains que nous sommes, a besoin de vivre décemment, et évidemment il doit pouvoir vivre de son travail. Et évidemment, le seul moyen que l'on a trouvé, peut-être en existera-t-il d'autres dans le futur, mais le seul moyen que l'on a trouvé, c'est de lui reconnaître un droit de propriété, ce droit de propriété étant ensuite valorisé financièrement. Mais évidemment, vous avez compris que ce que j'ai dit sur l'imbrication des différentes activités, sur les nouvelles sources d'innovation, sur la créativité en général, ça veut dire aussi que l'on doit partager. Open source, c'est évidemment quelque chose de très important dans ce cadre. Donc il faut trouver cet équilibre. Il faut trouver cet équilibre entre le rendement personnel de l'innovation et de la créativité et puis le rendement social.
Deuxième enjeu, les politiques d'investissement. Le problème essentiel que l'on voit apparaître dans nos territoires, qui restent encore une fois des territoires modestes, et ce n'est pas pour moi une critique, qui restent des territoires souvent modestes en termes de potentialité de développement. Le problème essentiel, donc, c'est de calibrer des investissements qui sont à la hauteur des enjeux, notamment technologiques. Les technologies évoluent très vite et nos artistes nous ont montré comment on pouvait s'en emparer de manière très approfondie. Et les territoires n'ont pas forcément, en termes de population ou en termes de conscience politique, pour les acteurs politiques, ils n'ont pas forcément cette appréhension de l'évolution des technologies. Comment calibrer l'investissement public dans un contexte où il y a un fort décalage finalement entre la culture technique, la culture de la créativité d'un côté, et puis une culture plus traditionnelle sur les territoires et parfois aussi une culture politique qui n'avance pas aussi vite. Quatrième point, on a évidemment une appréhension maintenant beaucoup plus fine de la manière dont fonctionnent les territoires créatifs. Et il y a un fonctionnement des firmes et des territoires qui est aujourd'hui bien connu. Ces firmes sont ancrées sur le territoire, elles ont une volonté d'y rester, elles ont un sentiment d'appartenance. Ça, il faut le maintenir. Autre point, les individus, eux, ont un cycle de vie ou un cycle de localisation dans leur vie qui fait que, là aussi, le territoire est souvent un moyen de valoriser l'avenir, par exemple, d'une famille ou la trajectoire professionnelle d'un individu. Mais, et c'est le dernier point, on néglige trop souvent l'existence entre ces deux aspects-là, les firmes, les institutions, les individus d'autre part, d'un entre-deux, d'un espace intermédiaire qui est l'espace d'une sorte de communauté. Les créatifs se rencontrent, les créatifs échangent entre eux, les créatifs font des sélections, valident finalement des idées dans les échanges d'idées. Les idées trouvent des relais, et puis il y a le développement d'un processus de validation. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, un ensemble de personnes sur un territoire donné pensent que là, il y a un gisement de nouveauté, là, il y a quelque chose de particulièrement motivant. Eh bien, je crois qu'un enjeu pour nos territoires, c'est aussi de favoriser la création de ces communautés, ces espèces de lieux sociologiques de passage et de validation des idées nouvelles, pour que, enfin, on passe à la vitesse supérieure entre l'individu qui peut avoir l'idée, qui est le créatif avec sa psychologie et sa culture propre, et puis de l'autre côté, les firmes et les institutions qui sont dans des logiques plus complexes et plus générales. Cette communauté-là, il faut l'identifier, il faut la préserver, l'accompagner sans la brusquer et ainsi permettre l'épanouissement de cette créativité dans les territoires. Merci beaucoup de votre attention. Bueno, gracias al profesor Pascal. A continuación nos va a decir unas palabras Xavier Ortó y nos vamos a tomar un cafecito, ¿vale? Solo son 2 minutos y después retomamos y podéis hacer las preguntas. Merci. Je vais être très court et j'en reparlerai tout à l'heure dans l'intervention après la pause café. Le message que j'aimerais vous dire et attirer votre attention sur les 2 interventions passionnantes qui viennent d'être présentées, c'est un mot, c'est l'ouverture. Vraiment cette ouverture. Moi, je suis plutôt spécialiste des politiques publiques depuis quelques années, et toute cette analyse qui est finalement le fruit d'une réflexion qui a duré pendant 3 ans démontre l'obligation, la nécessité absolue aujourd'hui que tout à chacun, en tant qu'habitant, citoyen, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'artiste, responsable d'une collectivité locale, et cette nécessité absolue d'ouvrir la manière dont on peut concevoir notre action, notre intervention. Le lien aujourd'hui, et c'est un enjeu, j'y reviendrai tout à l'heure, pour l'action publique,
pour les politiques publiques, qu'elles soient régionales, locales, européennes, nationales, aujourd'hui de décloisonner, de casser des barrières pour voir comment une politique de soutien à la diversification culturelle peut être levier pour le développement économique, peut être créateur d'emplois. Comment aujourd'hui travailler sur le développement de la formation pour que cette formation-là soit elle-même une source d'innovation pour les entreprises et non pas uniquement le socle de renouvellement finalement de la capacité de production de ces entreprises-là. Et le dernier élément, et on en reparlera tout à l'heure, la question du tourisme ou du patrimoine. Nous sommes dans une région, moi j'ai appris à découvrir depuis maintenant quelques années, qui est surprenante. Eh bien, osons peut-être se poser la question, pour les professionnels du tourisme et du patrimoine, de se dire, mais on a peut-être quelque chose à faire, pour reprendre l'exemple de Nespresso tout à l'heure, à utiliser des modes originaux, auxquels finalement on n'oserait pas peut-être aller pour découvrir, valoriser notre patrimoine, et en même temps, en se posant cette question-là, comment on peut utiliser les ressources locales, les écoles, les artistes, les entreprises qui peuvent avoir des compétences pour pouvoir développer ce tourisme et cette valorisation du patrimoine et donc finalement créer un cercle vertueux là-dessus. Et quand, je crois que c'est un élément essentiel parce qu'on sort d'un système très cloisonné où les régions travaillent sur leurs compétences, les départements, enfin les députations, les juntas, les autonomías en Espagne et c'est la même chose en France, où l'Europe se pose cette question aujourd'hui de se dire finalement où est-ce qu'on met l'argent pour que ça recrée de la croissance et on a cette obligation et finalement c'est un peu le mot pour finir pour conclure, cette obligation de décloisonner nos pratiques et notre vision aujourd'hui de l'action que l'on peut chacun avoir à son niveau. C'est toujours comment on peut faire autrement, comment on peut aller plus loin et comment on peut associer d'autres forces avec nous. J'y reviendrai tout à l'heure de manière plus concrète, mais je pense que à travers les propos de Pascal et de Jesus, c'est le message fort à faire passer pour les nouvelles, mais aussi les générations qui actuellement pilotent et nous dirigent. Voilà. Muchas gracias, Xavier. Creo que estamos todos de acuerdo en lo que estábamos comentando, que uno de los principales focos de atención sería potenciar los recursos turísticos y sobre todo la inversión en innovación y desarrollo, ¿no? Y a mayores involucrar a todo lo que son los agentes sociales desde la política, empresas y sobre todo formación para potenciar un poquito más el patrimonio que tenemos. Partiría también de nuestra propia persona como individuos, que es lo que estábamos hablando, no solo desde los agentes, sino de nosotros mismos como personas.